bonjour, bienvenue au Monde Nouveau, 4e édition ici au Planète Océan de Montpellier. J'accueille aujourd'hui monsieur Jean-Louis Gély, vice-président au département, avec la délégation, la lourde délégation du tourisme dans un département comme celui de l'Hérault. Donc justement, on est ici au Monde Nouveau, on parle transition environnementale, protection de l'environnement. Comment on concilie le tourisme et l'économie du tourisme, qui est aujourd'hui quand même une manne pour le département, et cette nécessaire transition écologique et cette nécessaire protection de l'environnement. Je commencerai par l'élément de contexte que vous venez d'évoquer, l'importance du tourisme dans l'économie de nos territoires. Parce que dans tous les départements littoraux en Méditerranée, et l'Hérault singulièrement, et la région, enfin l'ancienne région, la composante Languedoc-Roussillon de la région Occitanie, le tourisme, c'est le premier poste du produit intérieur brut de nos territoires. C'est une compétence transversale. Il y a beaucoup d'emplois directs, d'emplois indirects, mais aussi c'est une activité qui a une histoire. Elle n'est pas spontanée en fonction des atouts objectifs dont dispose notre territoire. Il a fallu que l'homme s'attelle à aménager ce territoire pour pouvoir le rendre hospitalier et faire en sorte qu'il soit attractif pour les touristes. Le soleil et l'eau, ça ne suffit pas. C'est ce qui a expliqué notamment tout cet engouement post-congé payé, Front populaire, post-seconde guerre mondiale et singulièrement la fameuse mission interministérielle d'aménagement touristique du littoral méditerranéen, du littoral du Languedoc-Roussillon, qui était présidée par M. Pierre Racine, d'où son nom, Mission Racine, qui a donc mis en place un dispositif qu'on peut qualifier de pharaonique, mais quand même avec beaucoup de respiration environnementale, mais les 7 grandes stations de Languedoc-Roussillon, et qui ont donc entraîné un tourisme daté, en ce sens que c'est un tourisme de masse. Et bien évidemment, on a tous en tête les dessins du bout à Palavas, avec, vous savez, ces foules absolument invraisemblables qui se ruaient sur le petit train à 16h, 17h. Pourquoi? Pour éviter les moustiques. Ah. Donc il a fallu démoustiquer. C'était quelque chose d'absolument indispensable, sinon il n'y avait aucun avenir, non seulement touristique, mais économique, y compris jusqu'à 20 ou 30 km en profondeur des terres. S'il n'y avait pas eu ce travail, Montpellier ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bien. Je ne vais pas plus loin, mais c'est pour dire que c'est extrêmement important et qu'aujourd'hui, les défis auxquels nous sommes confrontés sont des défis vitaux pour la persistance, la subsistance de notre développement et notre cadre de vie en général, pas seulement touristique. Alors bien évidemment, le point le plus saillant, c'est le dérèglement climatique. C'est quelque chose d'absolument sidérant. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde est convaincu que ce n'est pas une vague opinion, un ressenti, c'est malheureusement une réalité bien concrète, et même en des termes qui sont peut-être plus intenses que ce que les experts avaient pu le dessiner il y a encore quelques demi-douzaines ou dizaines d'années en arrière. Et aujourd'hui, on est obligé d'anticiper sur un temps, bon, qui n'est pas encore un temps court, mais qui n'est pas non plus un temps long. On sait qu'à l'horizon 2050-2100, il va y avoir un recul du linéaire côtier très important. On sait qu'à échelle de 2050, les plages telles que nous les connaissons actuellement, elles auront peut-être à peu près toutes disparu. Et 2050, c'est demain. C'est dans 30 ans, dans 25-30 ans. Alors, je ne vous dis pas, c'est pas à l'année ou à l'heure près, mais c'est le mouvement auquel on assiste, et on pense même qu'en 2100, ce recul va concerner le bâti, y compris le bâti résidentiel, qui est en deuxième niveau, si je puis dire. Mais en première ligne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'économie touristique, il y a bien sûr la plage, le bord de mer, il y a les hébergements. Et vous savez que dans notre département, on va dire que 50% des flux touristiques se situent sur la bande côtière. On peut même dire 80% si on ajoute la plaine qui l'aborde. Et c'est là que se trouve l'essentiel des hébergements, qui sont des hébergements d'hôtellerie de plein air, des campings. L'Hérault est le premier département en France en termes de fréquentation des campings. Et les 2 tiers se trouvent sur la bande côtière et particulièrement dans l'ouest de notre département. Donc, la question du dérèglement climatique, c'est une question qu'il faut prendre à bras-le-corps, non seulement pour essayer de retarder le plus possible, et peut-être de renverser la tendance, qui sait, mais ça paraît quand même un peu hasardeux maintenant au point où nous en sommes, mais aussi pour en même temps obtenir ce qu'on appelle la résilience de l'économie touristique, mais sans doute dans des formes différentes de celles qui existent aujourd'hui. Donc, préserver l'environnement et en même temps rendre plus qualitatif le tourisme,
non seulement le tourisme de bord de plage, le tourisme littoral on va dire, mais aussi le tourisme de l'intérieur des terres. Parce que le dérèglement climatique concerne aussi l'intérieur des terres d'une façon très forte. On voit bien de quelle façon la nature en souffre, la biodiversité diminue, les problèmes d'eau qui se posent, et qui donc concernent le secteur agricole, le secteur de l'élevage, le secteur de la viticulture, mais aussi le secteur touristique et des activités en général. Et puis par exemple aussi le problème de la confrontation des gens aux effets les plus immédiats du dérèglement climatique, c'est-à-dire des chaleurs de sourd, telles qu'elles se produisent aujourd'hui avec les canicules répétitives depuis le début de l'été jusqu'au début de l'automne, et qui font qu'au cœur de ce qu'on appelle la haute saison, les gens hésitent à venir dans des destinations sudistes, si je puis dire, en tout cas celles où la chaleur est la plus importante, parce que bien évidemment, il y a cette difficulté à affronter. On comprend que vous, élus, vous avez effectivement du pain sur la planche en ce qui concerne donc ce maintien d'un tourisme plus écologiste, si j'ose dire. Mais le conseil départemental, il essaie aussi de soutenir les acteurs du tourisme. Vous avez mis en place un schéma départemental du développement du tourisme et des loisirs. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous expliquer un petit peu quels en sont les axes forts? Alors, le schéma départemental, il concerne grosso modo quatre grands chapitres. Le premier chapitre, c'est celui des paysages, celui de la biodiversité, celui qui fait l'attrait visuel et qui est organisé avec l'appui de politique de la collectivité départementale, en lien avec les autres niveaux de collectivité, la région, avec l'État bien évidemment, des partenaires comme le Grand Site de France. L'Hérault dispose de 5 grands sites qui maillent le territoire. Et depuis les années 80-90, lorsque la majorité départementale de l'époque avait utilisé la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles pour acquérir des domaines par le biais d'une agence foncière et les relier entre eux par des réseaux qu'on appelait les réseaux verts, d'avoir sur le territoire toute une série d'exutoires, d'espaces ouverts au public et qui permettent d'étaler la fréquentation justement sur celui-ci, à condition, et c'est ce qui s'est produit, que des cheminements, des voiries, des axes de circulation soient développés et qui soient des axes ouverts le plus souvent possible à des mobilités douces. Et non seulement, et à l'époque il n'y avait pas encore ces questions de dérèglement climatique qui se posaient, on visait simplement la qualité, l'apaisement, la tranquillité, souffler voilà, en famille ou avec des amis, et justement un peu en développant un modèle qui ne soit pas le modèle de la massification telle qu'elle s'est déroulée après la guerre ou dans les années 50. Et bien finalement, voyez-vous, cette politique qui a été poursuivie et intensifiée est aujourd'hui complètement raccord avec les contraintes dans lesquelles on se trouve. Parce que bien évidemment, on cherche de plus en plus, d'une part, à faire en sorte que les visiteurs utilisent des moyens de déplacement qui soient conformes aux contraintes dans lesquelles on se trouve, mais aussi à, je dirais, une approche, comment dirais-je, ludique, conviviale, sympathique, apaisée des sites, mais aussi qui ne réfléchissent pas tant en termes de destination, de spot, dirait-on, qu'en termes de parcours. Parce que on a aussi un effet pervers, si vous voulez, de la grande fréquentation touristique sur le territoire, c'est la surfréquentation. Il arrive qu'il y ait des phénomènes de surfréquentation, et pas seulement en haute saison, sur un certain nombre de sites qui sont particulièrement attractifs. Et donc la stratégie, c'est d'avoir effectivement une organisation de sites en fonction de leur beauté paysagère, de leur richesse géologique, bientôt un géoparc dans le cœur d'Hérault, et en matière de biodiversité, pour faire en sorte justement que cet étalement des flux puisse se faire et s'organiser. Deuxième priorité, les mobilités décarbonées. Vous voyez, il y a une cohérence. Hein, c'est donc là toute une série de dispositifs. C'est une stratégie, donc tous les détails comptent, les ruisseaux font grande rivière, depuis les grandes voies vertes que j'évoquais, jusqu'à des démarches incitatives. D'abord pour pouvoir se déplacer à vélo, avoir la faculté de pouvoir capter des vélos, de pouvoir les faire réparer, gonfler et entretenir sur les circulades qu'ils empruntent, mais aussi d'avoir accès à des dispositifs qui permettent à tout le monde, y compris à des personnes qui sont plus en difficulté, de bénéficier de ces territoires. Donc il y a toute une série de dispositifs, notamment pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes handicapées, des dispositifs d'appui aussi à une certaine
j'aime pas le mot vertu parce qu'il est absolutiste, mais en tout cas des comportements en termes environnementaux qui soient conformes aussi aux objectifs que je viens de développer, aussi bien en direction des usagers que des gestionnaires d'activités. Je pense en particulier au camping. Et le département de l'Hérault est novateur parce qu'il a lui-même conçu des dispositifs d'accompagnement, d'évaluation et aussi d'entretien qui aujourd'hui sont repris par des instances nationales, notamment par l'ADEME, pour pouvoir faire l'objet d'un référentiel à l'échelle nationale. C'est le cas pour les campings, par exemple, avec un dispositif qu'on appelle d'étiquetage ou d'affichage environnemental, c'est-à-dire la détermination en appui sur nos services et en lien avec la profession, avec l'ADEME et avec la profession, hôtellerie de plein air, de 7 critères qui, tels les Nutri-Score, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, c'est exactement la même philosophie, permet d'avoir une approche dans le sens d'une démarche qualité, l'amélioration continue, et qui soit affichable auprès du commun des mortels, c'est-à-dire de la clientèle. Et c'est très important parce que non seulement c'est quelque chose qui est parfaitement compatible avec les objectifs généraux que l'on se fixe, mais c'est aussi un élément d'attractivité. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens, dans leur acte de consommation, lorsqu'ils choisissent une destination, un mode d'hébergement, et dans ce mode d'hébergement, un hébergement particulier, ils sont très attentifs à la manière dont ce dispositif se place par rapport à la problématique environnementale. C'est un attractif. Donc c'est quelque chose de positif. Ouais. Voilà. Ensuite, le troisième volet, c'est un volet qui fait la place belle aux filières, ce qu'on appelle les filières. C'est-à-dire qu'on cherche aussi, toujours dans cette logique de parcours, de déplacement, de découverte permanente sur notre territoire, qui recèle une telle diversité d'atouts que ça en est impressionnant et difficile à faire connaître. C'est d'abord l'utilisation des atouts intrinsèques comme la vigne. L'Hérault a monté lui-même une marque qui s'appelle le No-Tour, qui consiste à qualifier des caveaux, des caves coopératives, qui présentent, je dirais, un environnement en termes d'accueil, d'accueil individuel ou collectif, y compris pour l'organisation de manifestations collectives, autour du caveau, avec bien sûr, dans l'environnement proche, d'autres atouts culturels ou autres, qui permettent de bâtir, je dirais, un véritable petit circuit. Et du coup, ça a donné lieu, après la qualification de ces... Il y en a 97 aujourd'hui de caveaux et caves coopératives qui sont affiliés à le No-Tour, de mettre en place des liaisons en termes de randonnée. Alors, on retrouve des segments des fameuses voies que je vous évoquais à l'instant, qu'on appelle les Eunorando. Il y a aujourd'hui 22 Eunorando, qui sont des parcours qui permettent d'aller de domaine en domaine, et bien évidemment de se faire expliquer les choses par les propriétaires ou les gestionnaires de ces domaines. Et à partir de la fin de l'année, on commence à monter des Euno-vélos, et on commencera dans l'ouest du département. L'objectif est de les monter au fur et à mesure, et là aussi en utilisant des segments de voies cyclables ou d'autres types de voies qui permettent de rouler avec différents types de vélocipèdes. Voilà. Alors là, bien évidemment, il y a aussi la valorisation du tourisme culturel. On a énormément d'atouts qui ne sont pas suffisamment, je dirais, inclus jusqu'à présent dans la logique touristique pour participer à cette dynamique, à cette pluralité et toujours à cette idée de déplacement et de caractère protéiforme des parcours touristiques. Et puis enfin, le quatrième point, c'est la gouvernance. C'est quoi la gouvernance? Pas mot à la mode. Ça signifie simplement qu'il faut associer de la conception jusqu'à la mise en œuvre des parcours et des dispositifs touristiques, non seulement les acteurs économiques et professionnels concernés, mais aussi les populations des territoires sur lesquels elles se trouvent. Et ça, c'est très important parce que c'est en même temps quelque chose qui permet d'éviter la massification outrancière, parce qu'il y a des gens qui résident, qui ont leur vie dans ces sites magnifiques, au cœur de Saint-Maurice-de-la-Vasselle, le siècle de la Vasselle par exemple, ou le long des gorges du Hérault, ou du côté de Clermont-Lérault, du lac du Salagou. Et donc, bien évidemment, il est hors de question que l'activité touristique fonctionne comme un perturbateur de la vie commune, je dirais, dans ces sites. Donc, plus les populations locales sont associables, après chacun a le droit de le faire ou de ne pas le faire, bien sûr, non seulement à la conception, mais aussi après la mise en œuvre de ces dispositifs, mieux on intègre, d'une part on intègre l'activité touristique dans le paysage habituel, mais aussi on permet à ces territoires de bénéficier des conséquences économiques positives que l'activité touristique fournit. Voilà, donc vous voyez, c'est un tout, ce qui intègre à la fois l'objectif socio-économique, et l'objectif environnemental, parce que, et je conclurai par ça, je crois que si on veut convaincre nos contemporains
qui viennent de l'extérieur ou qui soient sur place, parce que les populations locales sont aussi des touristes en puissance, y compris en dehors de la haute saison. Et notre objectif est aussi d'aller de plus en plus vers un tourisme des 4 saisons, toujours pour cet étalement souhaitable à travers aussi toute l'année. Eh bien, il ne faut pas que ce soit présenté comme une potion amère, une contrainte forcenée, voire une marotte idéologique. Non, c'est quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde, qui est un bénéfice collectif et individuel. Et arpenter le territoire pour une activité touristique avec cette philosophie, cette démarche-là, c'est 1000 fois plus agréable que de le faire dans la précipitation, dans le nombre, avec les cartes des tours opérateurs qui se pressent. Enfin bref, on a tous connu ça à un moment ou à un autre dans notre site éloigné, fût-il intéressant, de nos contrées. Voilà, donc on est complètement dans cette logique. Et je crois d'ailleurs que de plus en plus de collectivités partagent au-delà des sensibilités qui animent la majorité. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le tourisme est une compétence partagée entre les régions, les départements et les intercommunalités. Je pense qu'il faut qu'elle le demeure, parce qu'il y a à la fois des fonctions ensemblières et des fonctions de proximité. Vous avez vu avec la gouvernance que la proximité est quelque chose d'important. Et je dois dire que dans notre territoire, ici dans le sud, Occitanie, Languedoc-Roussillon, Hérault, le Montpelliérais, on a vraiment une convergence en termes de conception, d'approche et de philosophie, qui fait que ces complémentarités peuvent bien jouer au bénéfice de l'intérêt commun. Et on voit, vous n'avez pas attendu pour agir. Le conseil départemental est sur le pied de guerre, si j'ose dire, environnemental depuis longtemps déjà. Ça fait 40 ans qu'il est là. Voilà. Mais merci beaucoup d'être venu nous rencontrer pour ce petit plateau média. Bon forum. Merci à vous. Au revoir. Merci.